Un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur Médiane TV. J'espère que vous êtes bien installés. Pour vous aujourd'hui, deux sujets. Dans un petit moment, on va parler management et neurosciences. Mais pour l'heure, place à de la sensibilisation. C'est vrai que chaque année, le 4 novembre, c'est la journée mondiale de sensibilisation contre le harcèlement scolaire. Une journée par an, malheureusement, ce n'est jamais suffisant. C'est pour ça qu'on revient sur ce sujet tout de suite avec vous. Amal Hassoun, comment ça va, Amal? Parfaitement bien. Un plaisir de vous retrouver. Et moi alors? Alors vous êtes justement coach scolaire et parental. Et la lutte contre le harcèlement scolaire, c'est votre, on va dire, grand combat. Yasmine, moi, j'y suis arrivée sans vraiment le vouloir. C'est-à-dire qu'au sein d'un établissement scolaire, comme il y avait une cellule de bien-être, ça créait un tel lien avec les élèves qu'à chaque fois qu'il y avait un mal-être, il revenait vers moi. Et dans ce lot de mal-être, il y avait forcément le harcèlement. Donc j'ai dû me former, j'ai dû comprendre, j'ai dû voir la théorie et surtout la pratique. Et ça a été, c'est un domaine, c'est un fléau, et qui touche malheureusement tous les établissements scolaires. Absolument. Voilà, il touche tous les établissements scolaires. Toutes les générations. Toutes les générations, oui. Moi, je me souviens, le texte de Madame de Bovary parle déjà du harcèlement, et ce texte date du 19e siècle. Donc c'est vraiment, franchement, c'est de tous les temps, quoi. Absolument, vous avez parfaitement raison. Donc justement, qu'on remette les choses dans leur contexte, vous avez longtemps travaillé dans un établissement scolaire, donc vous avez côtoyé le harcèlement scolaire de très près. Lorsqu'on venait vous parler, lorsque les élèves venaient vous parler de cette agression, parce que c'est une agression, ils arrivaient à quel moment? Parce qu'en général, le harcèlement scolaire dure longtemps. Tout à fait. Ils arrivaient à quel moment? Justement, avant que ça ne devienne du harcèlement. Ils venaient quand il y avait de l'intimidation. Parce qu'au sein de cet établissement, comme il y avait une cellule et j'étais identifiée comme étant la personne qui pouvait traiter les situations d'intimidation et de harcèlement, donc les enfants repéraient très tôt vers qui s'orienter. Et ça, c'est important parce que ce sont des choses qui naissent au sein de l'établissement scolaire et sont traitées au sein de l'établissement scolaire. Yasmine, je ne sais pas si vous vous souvenez, une fois, j'avais témoigné avec Sourire de Reda. Et j'ai longtemps été avec Myriam Haraki. Et à ce moment-là, j'étais très engagée. Et je soutiens toujours cette association qui fait un travail formidable. Et je voyais qu'il y avait une différence entre le moment où j'intervenais avec la casquette de Sourire de Reda dans les établissements scolaires. C'est vrai qu'on faisait de la sensibilisation et en même temps on posait un diagnostic. Les enfants pouvaient poser un diagnostic, l'établissement scolaire pouvait, mais ils n'arrivaient pas à le traiter. Alors que dans l'établissement scolaire où je travaillais, il y avait une posture qui permettait de traiter le harcèlement scolaire. Et donc, c'était deux dynamiques différentes. À l'extérieur, oui, c'est bien, c'est la première étape, c'est la sensibilisation, c'est savoir mettre des mots sur les mots et dire oui, je passe par là, oui, voilà, c'est de l'intimidation ou du harcèlement. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Au-delà de la sensibilisation. Voilà. Sensibiliser, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà, parce qu'on les laissait avec leur mal-être. Et quand ils s'orientaient vers les grands, vers les adultes, pour dire, voilà, je suis harcelé, je suis intimidé, qu'est-ce que font les adultes? Ça sanctionne, parce que c'est ce qu'ils ont entre les mains. Alors que dans l'établissement dans lequel j'étais, nous, on pouvait traiter d'une façon éducative. D'accord. Et moi, sur le terrain, à chaque fois qu'il y avait un enfant qui venait me voir, contrairement aux parents, parce que les parents ont d'autres attentes, ils me disaient, Madame, moi, ce que je veux, c'est juste que ça cesse. Oui. Et ça, c'est très important. C'est franchement, au sein de l'établissement scolaire, quand il y a des adultes qui peuvent faire cesser cette attitude, les deux, c'est-à-dire que ce soit les intimidateurs ou la victime, peuvent sortir de cette situation la tête haute. Et ça, c'est important. Et quand les enfants ont identifié ça, ils viennent facilement vous en parler. Parce qu'ils savent que vous n'allez pas punir. C'est ça. Mais alors, pourquoi la sensibilisation ne marche pas? Elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas. Elle marche. D'accord. Elle marche parce que c'est normal, c'est important de dire que l'enfant sache identifier ce qui lui arrive. Parce qu'il se dit, il se voit maltraité, il ne comprend pas ce qui se passe, donc il arrive à dire « Ah, je suis intimidé, je suis harcelé ». Mais ça ne suffit pas. Et les adultes, pareil, quand ils sont sensibilisés, ils ouvrent les yeux, ils sont plus attentifs, mais les enfants, une fois qu'ils ont parlé à l'adulte et que l'adulte sanctionne, qu'est-ce qui se passe? Les répercussions?
Il y a Absolument. des représailles. Et donc, la dose va être doublée, triplée. Voilà. Donc, les enfants, ils comprennent très vite, on se tait. Et à ce moment-là, ils commencent à supporter. Moi, j'avais des enfants qui me disaient, Madame, il ne faut pas en parler. Il me reste 3 années à supporter et je vais partir de là. Non, c'est pas possible. Un enfant qui a cette charge pendant sa scolarité, il ne va pas se libérer pour sa mission première, qui est l'apprentissage. Absolument. Donc, franchement, c'est quelque chose qui peut se traiter au sein de l'établissement scolaire. Mais quand on fait de la sensibilisation, c'est vis-à-vis de la victime, pour qu'elle sache qu'elle peut parler, ou c'est vis-à-vis de la communauté scolaire, c'est-à-dire tous les individus, tous les élèves, ceux qui peuvent être bourreaux, mais aussi à côté les victimes. Bien sûr, on sensibilise tout le monde. D'accord. Sauf que les personnes qui sont... Pendant très longtemps, on a fonctionné avec des schémas. Les intimidateurs ou les harceleurs sont des profils particuliers, des méchants, etc., des bullies et des mauvais garçons, des mauvaises filles. Mais en fait, on a oublié, on a sous-estimé, et c'est ce qu'on voit sur le terrain, le rôle du groupe. Parce que les jeunes, entre eux, ils peuvent avoir un comportement quand ils sont seuls, et dès qu'ils sont en groupe, l'humain, ils vont changer de comportement, il y a un mimétisme. Et des fois, ils suivent, ils deviennent suiveurs, ils préfèrent agir. Moi, j'ai j'avais des témoignages de filles ou de garçons qui disaient « Mais je sais que ce que je fais est mal, mais je ne peux pas m'en empêcher parce que si je ne fais pas comme eux, je serai rejetée voire je serai la cible. Donc, je préfère, je suis mal avec ma conscience, mais en même temps, je suis protégée, je ne suis pas agressée. D'accord ? Donc, et quand on se donnait cette image des intimidateurs, ça nous empêchait d'aller traiter. Ça devenait un obstacle. Parce que qu'est-ce qu'on disait ? Un garçon ou une fille qui agresse, ça doit être des enfants qui sont tellement mal dans leur peau. D'abord, on peut passer à côté du diagnostic, parce que quand on voit un enfant se faire embêter par un autre enfant, mais c'est rien. C'est les enfants entre eux. Entre eux. Alors que... Tant que si l'enfant, la victime ne supporte pas, c'est qu'elle ne supporte pas. Et donc, on a des schémas dans notre imaginaire. On ne peut pas imaginer qu'un tel puisse agresser. Un tel puisse... Ou quand on vient nous dire votre enfant a harcelé, on le vit très mal. On se dit qu'est-ce que j'ai raté ? Mais non, c'est tout simplement des enfants qui peuvent changer de comportement en fonction de l'environnement où ils se trouvent. Alors, comment aller au-delà de la sensibilisation, justement ? Comment agir ? Ce qu'on fait, c'est qu'on forme des équipes au sein des établissements scolaires. Et ça, c'est hyper important parce que c'est pas des grands moyens. C'est des petites équipes. Ce sont des adultes qui sont repérés. C'est la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Comment ils faisaient pour venir m'en parler ? Les enfants repèrent les personnes. Bien sûr, il faut communiquer là-dessus. Et dès qu'ils ont repéré les personnes à qui la victime peut en parler, ça va la sortir de son silence. Ce qui est l'arme principale des intimidateurs. Ils savent que la victime se tait, elle ne peut pas se défendre, elle ne va pas parler, donc ils en profitent. D'accord ? Si les adultes disent stop, si les adultes sont là avec une vraie posture de vraiment, je me préoccupe pour cet enfant qui est victime, c'est ça la méthode qu'on utilise en formation et sur le terrain. C'est pas mon invention. Moi, je l'ai pratiquée. C'est la méthode de la préoccupation partagée qui nous vient de Suède, qui a été mise au point dans les années 70 par un grand psychologue qui est Picasse, qui est toujours en vie. Et ça a été, moi personnellement, je l'ai pratiqué sur le terrain pendant 17 ans et ça donne des résultats. Et ça inclut aussi l'intimidateur ? Bien sûr, oui. Très important. C'est qu'on prend en charge et la cible, et dès qu'on a dès qu'on a entendu qu'il y a une situation d'intimidation, les intimidateurs, il n'y a pas un seul, mais le groupe, et on prend même des enfants qui ne sont pas dans le groupe visé, et on
on a une posture, c'est-à-dire le groupe qui traite avec les intimidateurs, c'est pas la personne qui accompagne la cible. D'accord. La cible, elle est prise en charge, on lui dit on est avec toi, on la rassure. Vous impliquez les parents aussi? Alors ça dépend. Ça dépend de l'âge et ça dépend du degré. De la demande de l'enfant aussi. D'accord. Parce qu'il y a des enfants qui ne veulent pas que les parents le sachent parce qu'ils ont peur du regard. Tu n'es pas capable de te défendre. Capable de te défendre. Ils ont la honte, ils ont peur de faire mal aux parents, etc. Donc déjà, les deux pôle accompagnement de la cible et le pôle accompagnement des intimidateurs. Et là, c'est une posture ferme mais bienveillante qui dit juste écoute, je t'appelle parce que je suis préoccupée pour ton camarade. Est-ce que tu peux m'en dire quelque chose? Alors, bien sûr, quand on a cette posture et on n'est pas en train de lui dire tu as fait ou tu n'as pas fait, et avec le temps, ils savent très bien que si on les appelle, c'est pour trouver une solution qui va sortir, qui va laisser tout le monde ressortir la tête haute. C'est une éducation à l'empathie, mais pas par la morale, par l'expérience. C'est-à-dire, on va solliciter leur empathie avec de la recherche de solutions. Qu'est-ce que tu penses? Une fois qu'ils ont dit oui, effectivement, un tel ne va pas bien, comment penses-tu qu'on pourrait l'aider? Et c'est des séries de petits entretiens qui ne dépassent pas 3 minutes. On ne dépasse pas 3 minutes avec les intimidateurs et ça va très vite. Moi, je sais qu'au bout avec l'expérience que j'avais, c'est-à-dire une fois qu'ils sont rodés, premier entretien, ils vous disent oui. Et effectivement, madame, voilà ma part de responsabilité. Ils savent très bien que c'est comme un piège dans lequel ils sont tous tombés et ils ont besoin de la main d'un adulte, d'une autorité de l'établissement qui va les faire sortir tous la tête haute. Rapidement, quelques secondes. C'est le piège de l'adolescence ou bien même les enfants plus jeunes Partout. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Les adolescents, c'est plus le harcèlement en ligne, le cyberharcèlement, le sexting. Si j'ai encore quelques minutes, j'aimerais bien dire. Bien sûr. C'est les échanges de photos dans un cadre intime qui sont dévoilés par une des deux parties. Et là, la cible, la victime, elle vit trois blessures. Elle a la trahison, elle a la honte, parce que très souvent, c'est des photos intimes. Et la troisième, c'est le harcèlement sur les réseaux sociaux et dans l'établissement scolaire. On n'accepte pas ça. Et ça, c'est la cible est en danger de mort. Vraiment, et je mesure mes mots, toutes les personnes qui subissent le sexting, si elles ne sont pas vraiment soutenues, et c'est un soutien inconditionnel, indéfectible, on doit lui dire on est avec toi, que ce soit l'établissement scolaire ou les parents, et dire toi ce que tu as fait, c'est pas toi la coupable. C'est l'autre qui a divulgué. Parce qu'on a toujours peur de dire c'est ta faute. C'est ta faute, et tu ne dois pas faire. Alors l'expérience montre, c'est pas parce qu'on lui a dit on te soutient que ces filles retombent. Je dis les filles parce que c'est souvent des filles. Exact. Elles ne recommencent plus, au contraire, ça les tire vers le haut et elles s'en sortent très bien. Amal Hassoun, merci infiniment d'avoir été là pour ce sujet. Et comme je l'ai expliqué en introduction, parler de harcèlement scolaire une fois par an, le 4 novembre, quand c'est la journée mondiale, c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il faut revenir et encore revenir sur ce sujet. Et voilà, donc c'était l'occasion d'en parler avec vous. Moi, je reste avec les téléspectateurs. On va parler de neurosciences. J'ai l'impression que même dans votre méthode à vous, il y a un peu de neurosciences. Bien sûr. On va parler de neurosciences dans la gestion des équipes en entreprise. À tout de suite. Et on en parle tout de suite avec vous, Myriam Lehlou. Comment ça va, Myriam? Ça va très bien, Yasmine. Plaisir de vous retrouver. C'est réciproque, franchement. Jeune maman Covid. Oui, le deuxième est né juste avant le confinement, en fait. C'est ça, juste avant. Et donc, pendant toute la période de confinement, c'était... on était confinés tous les trois. Tous les trois avec bébé, exactement. Bref, aujourd'hui, on reprend nos habitudes avec vous. On vous retrouve donc sur le plateau de Média TV. On va parler des neurosciences au service du management. Oui. Alors, juste petit rappel, vous êtes consultante, formatrice et vous êtes conférencière, business coach. Et donc, moi, je me disais, j'ai l'impression qu'il y a une part de manipulation quand on comprend les neurosciences. Est-ce qu'on est là pour manipuler les gens? Alors effectivement, Yasmine, je te remercie tout de suite. On lève ce tabou parce que dès qu'on parle de PNL, quand j'ai commencé à enseigner la programmation neurolinguistique dans les entreprises, et même hier, figure-toi que j'ai animé une classe en distanciel et on est sur la communication et l'influence. Et je dis qu'il faut développer son influence positive. Comment? En connaissant les mécanismes de langage, en se connaissant soi-même,
en repérant les styles comportementaux de l'autre. Et donc, si vous parvenez à faire ça, vous allez mobiliser votre intelligence émotionnelle. Un des participants m'a dit, mais madame, je vous remercie à la fin parce que vous m'avez appris comment manipuler mes collègues et mes équipes. J'ai dit non, je vous corrige tout de suite. Si on apprend à se connaître, si on apprend comment fonctionne notre cerveau, si on a des outils et des techniques pour se faire comprendre et pour comprendre les autres, c'est pas pour manipuler, c'est pour influencer avec intégrité. Je préfère ce terme. Pourquoi influencer avec intégrité? Parce que je suis un manager, j'ai intérêt à mobiliser mes équipes pour qu'ils travaillent avec moi vers une vision, vers un sens, vers des objectifs que m'a fixé l'organisation, et du coup j'ai besoin d'être outillé pour comprendre que A ne fonctionne pas comme B, que C ne fonctionne pas comme D, que à chacun son code PIN, son langage, sa source de motivation. Et donc, du coup, moi, je dois être outillé pour comprendre tout ça. C'est ça. Donc, ce n'est pas un algorithme qu'on met en action pour influencer les autres. C'est plus humain que ça. C'est une personnalisation de la relation. Tu vois, par exemple, moi, Myriam, je sais que j'ai des sources de motivation. Je sais que j'ai besoin, par exemple, de trouver du plaisir au travail. Ouais. Je sais que j'ai besoin de créer des liens d'amitié. Je sais que j'ai besoin de poser la question à mes collègues avant de démarrer une réunion. Comment tu te sens? Est-ce que tu as pris ton café? Est-ce que tu veux que je te serve quelque chose, etc. Et ça, figure-toi qu'il y a beaucoup de gens comme moi, on va dire un quart de la population, peut-être 25%, qui ont besoin de liens chaleureux au travail, pour trouver la source d'énergie, pour se motiver, pour faire leur travail. Et si, par exemple, avec moi, tu viens et tu dis tout de suite, viens, on rentre à la salle de réunion, avant que tu me poses la question, est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que je suis bien? Si mes enfants sont partis à l'école ou pas? Peut-être que je serai frustrée, il me manque quelque chose, et du coup, je vais arriver à la réunion, je vais être professionnelle, mais peut-être qu'il m'a manqué d'être le plus, qui va me mettre en état d'énergie positive, pour donner le meilleur de moi-même. Ok, alors justement, par rapport à ce type de questions que vous venez d'énumérer, Myriam, certains managers pourraient trouver ça pas professionnel. Justement, c'est trop intime, trop personnel pour poser ces questions. Est-ce qu'un manager doit faire abstraction de ces choses-là et simplement se concentrer sur l'individu en face? Alors, c'est vraiment une question qui est remontée hier avec parce qu'on a formé des auditeurs. Donc, les métiers de la finance et de l'audit et du contrôle de gestion sont des métiers sérieux. Ce sont des métiers de process, de procédure, de posture, etc. Et quelque part, un auditeur a aussi besoin à chaque fois, pour chaque mission, commissaire aux comptes, etc., de créer des nouvelles relations de confiance avec chaque client. Et je leur ai dit, vos clients ne se ressemblent pas. Vous aurez 4 types de clients. Vous aurez des clients pour qui il faut arriver à l'heure, respecter l'agenda, être court et précis et dire tout en 15-20 minutes parce que c'est ça pour eux l'efficacité. D'autres clients, ils auront besoin de détails. Ils auront besoin d'avoir une vision claire, un plan d'action clair, de la progressivité dans l'action. Et ce deuxième type de client est dans la conformité. Les troisièmes sont dans le type que je vous ai dit, dans l'influence, dans la chaleur humaine, dans la convivialité. Et si vous ne créez pas des liens de convivialité avec ce type de client, vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas créer la relation de qualité pour bien communiquer et collaborer efficacement. Et enfin, un 4e type de client va être réservé, discret, ne va pas beaucoup parler, mais va être beaucoup dans l'écoute et l'observation. Ça va être des profils très calmes, dans la réserve, dans la retenue. Et ceux-là aussi, il ne faut pas les déranger. C'est-à-dire qu'il faut les faire parler le moins de temps. Donc, non, je suis pour un leadership situationnel. Je suis pour une communication de contexte. Je suis pour une influence personnalisée parce que c'est ça la réussite aujourd'hui. Si j'utilise les mêmes outils avec tout le monde, si j'ai un marteau et que je considère que je vais taper des clous partout, non. Il y a des gens avec qui il faut fonctionner par objectif, par KPIs. Il y a des gens avec qui il faut tisser des liens pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. Il y a des gens avec qui il faut fonctionner avec des deadlines, des défis et des challenges parce que c'est que comme ça qu'ils vont être stimulés. Et il y en a d'autres, il faut suivre tout simplement une procédure et ne pas les bousculer et ne pas créer des imprévus et ne pas les provoquer pour le changement parce que ceux-là aiment la stabilité et disons qu'ils aiment bien l'argumentation et la réflexion avant l'action. Donc moi, en tant que responsable, en tant que manager, même en tant que junior qui démarre dans l'entreprise, pour me faire comprendre des autres, j'ai besoin de savoir quel type de personnalité est en face de moi pour que moi, je puisse, en restant authentique avec mes valeurs. Attention, je ne demande pas à quelqu'un de devenir un caméléon, mais j'adapte mon comportement de situation pendant l'heure de discussion, la demi-heure d'échange, l'email, à savoir qu'est-ce que je dois dire à cette personne pour qu'on travaille efficacement ensemble. Alors, la nuance est très subtile quand même. Parce qu'il faut être vraiment droit dans ses bottes pour savoir que on ne me demande pas d'être caméléon, que je ne suis pas là pour manipuler les gens,
mais que je suis là pour utiliser des ressources, une forme d'observation pour pouvoir communiquer ce que je veux et être sûr, le plus possible, que ça atteigne l'objectif. C'est pas évident quand même. Il faut vraiment avoir en face de soi. Il faut que ce manager soit vraiment, comme on dit, de façon très simple, quelqu'un de bien. Wildness, exactement. Exactement. C'est pour ça que je parle de valeurs. Bien sûr, ces outils de neuromanagement, de neurosciences, de PNL, les différents outils finalement. Vous savez, moi je dis très souvent, ils me disent « oui, mais on apprend à manipuler les gens ». Moi je leur ai dit, si vous les manipulez dans un sens positif, si vous les influencez pour réaliser une vision, un objectif, quelque chose de noble, qui profitera à toute l'organisation, go for it. Ouais. Vous savez, on peut se faire manipuler par notre fiancé, notre mari, nos enfants peuvent nous manipuler, un ami ou une amie peuvent nous manipuler. Et peut-être c'est pour réaliser leurs objectifs. Alors que là, on est là pour travailler ensemble. On est là pour réaliser une vision, une performance commune qui va profiter à tous les niveaux de l'organisation. Je rajoute vraiment une chose qui est importante. Nous vivons dans un monde qui est en constante mutation, en constante adaptation. Donc si nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes plus capables de cette adaptabilité, de cette finesse d'analyse, de cette finesse d'observation, de développer notre flexibilité comportementale, parce que tout ce qu'on dit depuis ce matin, c'est du stretch. C'est être flexible, c'est être capable de parler un langage rouge avec quelqu'un de rouge, un langage jaune avec quelqu'un de jaune, un langage bleu avec quelqu'un de bleu, un langage vert avec quelqu'un de vert. Si on n'a pas cette finesse d'observation, d'analyse et de se dire « tiens, je vais aller dans son sens », on dit très souvent que pour bien communiquer, il faut voyager dans le monde de l'autre. Il faut être empathique, on parle d'empathie. Donc, je ne peux pas me mettre à ta place, je ne peux pas me faire comprendre par toi si je ne sais pas comment tu fonctionnes, si je ne sais pas quels sont tes leviers de performance et de motivation, si je ne sais pas qu'est-ce qui t'anime dans la vie, qu'est-ce qui te passionne. Et donc, du coup, quand je fais cet effort-là, quand je me mets à ta place et quand j'utilise des outils qu'on m'a enseignés pour comprendre les mécanismes de motivation du cerveau, eh bien, quelque part, on se rend service tous les deux parce qu'on va les mobiliser à chacun une énergie positive. Mais est-ce qu'il faut des situations dans lesquelles il faut trancher? Toujours, bien sûr, attention. Ça ne veut pas dire que le manager va faire plaisir à tout le monde. Absolument pas. Bien sûr, à un moment donné, n'importe qui dans l'organisation doit défendre son avis. Mais, exemple, hier, dans la formation auditeur-audité, je dis très souvent aux auditeurs, c'est à eux de faire un effort supplémentaire à leurs clients. Pourquoi ? C'est toi qui dois vendre, c'est toi qui vends un service au client, c'est toi qui dois demander des informations à ton client en tant qu'auditeur, c'est toi qui lui demande des justificatifs et qui mobilise son temps et son énergie. Quelque part, lui, il peut se dire, c'est toi qui es en position de demande, à toi de faire tous les efforts, oui, mais si tu es malin, si tu arrives à lui montrer que vous êtes dans une relation gagnant-gagnant, que plus tu termines tôt ta mission, plus tu vas lui laisser le temps libre et le champ libre pour vaquer à ses occupations et toi aussi tu vas partir ailleurs. Plus tu lui montres que tu es wildness ou la business et que tu es là pour vous rendre service mutuellement. Tu n'es pas là pour le juger, ni pour tu le n'es fliquer, pas un moralisateur, ouais. Tu n'es pas là pour le fliquer ou pour le coincer. Bien sûr, les gens ne vont jamais bosser avec vous s'ils sentent que vous êtes en position haute. Une position haute, c'est celle qui juge, qui moralise, qui sermonne, qui dit « c'est pas bien ce que tu fais là aujourd'hui » et puis tu es arrivé en retard. On n'instaure pas des relations de qualité. Par contre, si je me mets, je dis très souvent, et j'adore cette phrase, se brancher sur le canal de l'autre. Oui, mais quand l'autre arrive en retard constamment. Alors, il faut se réunir avec lui. Oui. Mais pour me faire comprendre, même d'un rebelle, vous savez quoi, en analyse transactionnelle, on dit très souvent, face à un enfant rebelle ou face à un style rebelle, faut-il être normatif, ou faut-il être nourricier, arrondir l'angle et voir finalement à quoi répond ce besoin de rébellion? Qu'est-ce qu'il essaie de nourrir via cette rébellion? Comment il cherche à s'affirmer? Peut-être c'est une maladresse de sa part. Mais si je suis dans le côté nourricier, dans le parent nourricier compréhensif, j'ai peut-être plus de chances de le transformer, de se transformer son énergie rebelle, que si je suis moralisatrice, là ça va casser la relation et puisqu'il est rebelle, il va se rebeller contre mon côté rigide et normatif. Absolument. Alors, ce qui veut dire que pour pouvoir mettre en place tout ça, il faut un sacré bagage au manager. C'est pour ça il doit être outillé.
Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des métiers d'ingénieurs. Il y a beaucoup d'ingénieurs dans les entreprises. Il y a beaucoup aussi de commerciaux, de gens qui ont fait des écoles de commerce, des universités, des cursus de lettres, etc., différents cursus. Quand ils arrivent à l'entreprise, ils se disent « Waouh, il faut énormément de compétences interpersonnelles. C'est pas uniquement l'expertise qui me fera réussir dans ma carrière. On trouve des génies, des experts dans le domaine de la supply chain, de la logistique, des RH, de la finance. Mais quand il s'agit de gérer l'humain, ils bloquent. Ils se disent « Mais comment je vais gérer cette nouvelle génération qui arrive à l'entreprise et qui est tout le temps sur les réseaux sociaux ?» Ça les frustre. Mais si vous n'avez pas cette capacité à comprendre que vous n'allez pas forcément travailler avec des gens qui vous ressemblent, que pour la diversité, pour la complémentarité, pour la richesse de l'entreprise, on a besoin d'être différents, mais d'arriver à travailler ensemble. Qu'un chef d'orchestre travaille aussi bien avec des violonistes, des violoncellistes, des guitaristes, des pianistes, et que c'est lui le créateur d'harmonie, il n'est pas obligé de jouer les mêmes instruments de tout le monde. Mais il doit comprendre le fonctionnement pour mettre en harmonie et pour être le bon chef d'orchestre. Donc c'est une question de posture, de communication et de qualité humaine. Bien sûr qu'il faut avoir les valeurs, il faut aimer les gens. C'est un prérequis et il ne faut pas avoir un ego démesuré et se dire « au solt, au larsumi tb'ouni ana ». Non, la vie aujourd'hui, la performance des plus grandes entreprises dans le monde montre que la communication est top-down et bottom-up, que ça doit aller dans les deux sens, que de temps en temps, je dois donner la responsabilité à mes équipes et l'initiative pour me surprendre et innover, que si c'est moi qui prends toujours les décisions, si c'est moi qui tranche toujours, si c'est moi qui décide toujours, si c'est moi qui ramène toujours les bonnes idées, ben à un moment donné, mes équipes vont devenir des légumes, des exécutants, et demain ou après-demain, je ne peux pas me plaindre dans l'évaluation annuelle et dire « Mais comment ça se fait? Vous n'êtes pas créatif, vous n'êtes pas innovant, vous ne venez pas critiquer et nous challenger. » C'est normal. Vous êtes mis en tête de TGV et vous n'avez pas switché, vous n'avez pas fait les chaises musicales. Vis ma vie dans l'entreprise, c'est une bonne chose. Et de la flexibilité. C'est super comme émission. Merci beaucoup, Madame Merci à toi. C'est un plaisir d'échanger avec vous et j'étais très heureuse de retrouver aussi Amal Hassan juste avant. En tout cas, une superbe émission aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais n'hésitez pas. En tout cas, si vous venez de nous rejoindre, à retrouver l'intégralité de cet épisode sur mediantv.com. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous et à très vite. Au revoir.